Deuxième grande partie de votre émission Regard croisé de ce soir sur le plateau depuis quelques instants. Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium, Thierry Afanoukoé du site d'information www.gapola.net et puis Adam Adjronou, patron du journal Vision d'Afrique. Messieurs, si vous nous choisissez que maintenant on est dans la deuxième partie, on va parler bien sûr de la Guinée-Bissau présidentielle. Le président sortant soutient le candidat de l'opposition. Il me plaît d'abord de donner la parole à Credo Tété. Il a été en tant qu'observateur. Credo, vous avez vu quoi quand vous étiez lors du premier tour? Qu'est-ce que vous avez pu constater d'une façon concrète? Les gens veulent vous écouter sur la question. Non, mais moi, je ne parlerai pas en tant qu'observateur de la CEDEAO. Non, parlez-nous d'abord en tant qu'observateur. Non, j'ai des obligations de réserve. Sur ce plateau, je parlerai en tant que journaliste. Et je ferai également les analyses. Qu'est-ce que j'ai vu à Bissau? Donc, les Bissau-Guinéens sont sortis le 24 novembre pour le premier tour des élections et les résultats ont donné le président actuel qui est classé 4e. Il y a le président de son parti, de son ancien parti, le PAIGC, monsieur DSP, Domingos Simones Pereira, qui est sorti premier avec environ 40%, suivi du général des pauvres ou bien du général de la rue. C'est un surnom, le candidat du MADEM G15, monsieur Omaro Sissoko Ambalo. Oui. Et le troisième, c'est Nouno Nabiam. Et le quatrième, je le disais tantôt, Jomav, le José Mario Vaz, qui est le président qui a organisé les élections. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que les Bissau-Guinéens sont sortis, donc ils ont accompli. Mais toujours est-il que le schéma que nous avons, le schéma des résultats que nous avons au premier tour reflète un tant soit peu la réalité sur le terrain, mais le second tour sera autre. Parce que le jeu des alliances va peser. Et aux côtés du jeu des alliances, il faut dire également qu'il y a une frange assez prononcée des jeunes et également de ceux qui se sont abstenus. Lorsque ces personnes vont s'investir dans le jeu électoral, ça peut faire, disons, un peu plus la différence sur le plan politique. C'est vrai que les derniers développements au sujet de ce second tour qui est prévu pour le 29 décembre, les jeux d'alliance se prononcent déjà. Oui. Et le dernier jeu d'alliance, c'est celui de José Mario Vaz, qui a apporter son soutien au second, monsieur Ambalo, ou bien le général des pauvres. Ça, ce n'est pas une surprise pour tout observateur de la scène. Parce Comment que ça? Monsieur José Mario Vaz il est sorti du PAIGC. Et le premier qui est en tête, c'est M. Domingos, c'est l'actuel président du PAIGC. Donc là, n'étant pas en odeur de sainteté ou bien de la rupture de la philosophie politique qui a amené l'actuel président à sortir du PAIGC, bon, même si on suppose qu'il a été poussé par la petite porte, il ne peut jamais accorder son soutien ou bien appeler ses électeurs à reporter ses voix sur DSP, M. Pereira. Donc ça, ce n'est pas une surprise en fait, son alliance. La surprise viendrait s'il avait agi dans le sens contraire, ou bien s'il avait appelé les gens même à s'abstenir, ou bien s'il ne reportait pas de voix. Mais aujourd'hui, il est dans une situation vraiment inconfortable. Inconfortable sur deux plans. Le premier plan, avant le premier tour même des élections présidentielles, le jeu, ou bien, disons, la bêtise politique qu'il a voulu faire, mais qui n'a pas prospéré, l'a diminué aux yeux même de la communauté internationale et du peuple bissau-guinéen. Donc aujourd'hui, il a besoin de faire des alliances pour essayer de protéger son arrière. Et un des deux candidats, donc il ne peut qu'aller vers, disons, M. Ambalo Sissoko Umaro. Mais ce que je voudrais aussi que nous notions, c'est que ce ne sont pas les jeux d'alliance qui vont déterminer le cours au soir du 29 décembre. Mais on en a besoin, Credo. Non, les jeux d'alliance, les appels peuvent être, disons, lancés. Mais si vous connaissez un peu de la mentalité des Bissau-Guinéens, ce sont des gens qui ne suivent pas
comme cela se doit, les appels de leur leader. Parce que, il nous en souvient, le 10 mars dernier, c'était les législatives. Et ce sont ces élections législatives qui ont permis l'éclosion de du Madame G15 avec monsieur Sissoko. Donc, et aujourd'hui, Madame G15 devient la seconde force politique sur l'échiquier bissau-guinéen. Mais cela ne lui a pas permis de ravir la vedette au PAIGC. Le PAIGC est tellement implanté. Mais là où le bas va blesser, c'est que au niveau du PAIGC, c'est la guerre de tranchées. Et cela n'avantage pas le président DSP. On va écouter Thierry Afan sur la question. Président sortant qui devient 4e au premier tour. Oui, ça s'est passé en Tunisie récemment. Et vous avez vu que le président sortant qui a organisé de bout en bout les élections, il ne s'est pas retrouvé au deuxième tour. Et c'est le professeur qui a des universités qui a remporté les élections. C'est un peu ce qu'on est en train de, ce à quoi on est en train d'assister en Guinée. Vous savez que la Guinée est en crise. Il faut dire que c'est un pays même à crise, parce que tous les gouvernements que ce pays a connus a eu toujours des difficultés pour gouverner le pays. Vous avez vu le mandat de l'actuel président, le président sortant, ça a été un mandat mouvementé, très mouvementé, le pays était même sous perfusion de la CEDEAO, d'ailleurs, qui continue de suivre ce processus pour un aboutissement heureux. Nous osons croire qu'au soir du deuxième tour, la calmie va revenir et que ce pays va amorcer, en tout cas, un nouveau départ. Maintenant, et si nous voyons, nous observons les jeux d'alliance ou ce qui se passe actuellement, le président sortant a intérêt que le candidat du PAIGC ne puisse pas gagner ces élections, parce que ça serait une question de règlement de compte. Et il serait en difficulté, parce que vous avez vu tout le calvaire, hein, tout ce qu'il a fait endurer à l'actuel candidat qui est en première place et en même temps au parti. Et malgré les injonctions de la CEDEAO, la crise refait toujours surface jusqu'à ce qu'aujourd'hui on organise les élections. Donc, les Guinéens doivent faire la part des choses pour que celui qui serait à la tête de ce pays demain soit quelqu'un, moi je dirais, de rassembleur, parce que s'il faut, après ces élections, se verser encore dans ce qu'on a connu durant ces 5 dernières années, je crains que ce pays ne soit encore davantage retardé. Moi, vous savez, pour ces élections-là, moi, j'ai fait... Vous avez été vous aussi? Non, on sait que vous êtes entre nos avions très souvent comme crédibilité pour ces genres d'initiatives, les élections en Afrique et dans le monde. Vous avez toujours une expertise que vous mettez... Je n'y étais pas. Ok. Je n'y étais pas, tout coup. Donc, j'ai fait 2 lectures. D'abord, la première, lorsque nous prenons un peu la situation qui a prévalu même avant même l'organisation de ces élections-là, prouve, s'il en était besoin encore déjà, que quoi qu'on dise, le peuple reste toujours maître. Il y a l'expression de la souveraineté qui s'est exprimée, parce que c'est vrai qu'il y avait la CEDEAO, d'ailleurs même il y avait l'inquiétude était tellement grandissante sur d'abord les approches, parce que lorsque vous prenez un peu les tendances, qu'il y avait tellement d'écarts entre les dissensions étaient tellement prononcées. Et par rapport à cela, je crois que l'aboutissement heureux d'abord de ce premier tour prouve d'ailleurs même que je pense qu'au-delà de tout, la population ou quand même le peuple, un peu dans leur ensemble, quand même savent à quoi s'en tenir lorsqu'il s'agit des élections. La deuxième hypothèse, c'est que lorsque nous prenons aujourd'hui le soutien que le président sortant fait au second, celui qui est arrivé au deuxième tour, je pense que c'est un soutien spontané. Lorsqu'on prend directement, c'est un soutien spontané. C'est vrai que par derrière, avec le temps,
il va nourrir des ambitions de pouvoir donc protéger ses arrières, comme je le disais tantôt, que d'autres étaient. Mais ici, lui veut tout simplement faire barrière à ce que le premier, parce que il n'était plus en odeur de sainteté dans ce parti, ou du moins ne partageait plus les convictions. On a sapé son mandat, il n'a pas gouverné pratiquement. Tout à fait. Et ça, c'était de bonne guerre. C'était de bonne guerre. La manière dont il a quitté le parti, naturellement, ne pouvait pas appeler. Or, c'est un parti politique qui était vraiment enraciné dans le pays. Donc, c'est tout comme si il est passé outre les grandes lignes de ce parti-là. Donc, spontanément, il ne veut pas quand même qu'il passe comme président de la République. Donc, par rapport à cela, j'estime que aujourd'hui, l'essentiel est que, puisque lui va continuer par résister comme parti politique, mais il faudrait quand même que, au-delà de tout, celui qui sortira gagnant de ces élections-là puisse quand même organiser un dialogue entre fils et filles de ces nations-là, pour qu'on ne continue pas, parce que si n'eût été le fait que les gens n'arriveraient pas quand même à pouvoir donc, disons, nourrir cet idéal-là de vivre ensemble, je pense qu'on va retourner à la case de départ, parce que lui et celui à qui il a pété le flanc continueront pas à mettre les bâtons dans le roue du sortant, si éventuellement le premier passait. Donc ça ne va pas permettre à ce qu'on ait, disons, un processus ou du moins un académie qui dure dans le temps. Et ça, c'est pas bien. Je pense que la CEDEAO doit veiller à cela, parce que c'est vrai qu'il a renforcé, c'est tout, compte tenu des inquiétudes grandissantes que tout le monde partageait carrément dans la sous-région. Il faudrait quand même qu'il contribue à cela, parce qu'il l'a fait au Togo, il l'a fait avec la Guinée-Bissau, et c'est vrai que, étant donné que lui, il était dans une position assez tranchée, cela n'a pas abouti, comme ce fut le cas chez nous au Togo. Mais il ne devait pas laisser ce pays-là toujours, pour que ces jeux de partis politiques puissent donc infecter le développement de ce pays-là. C'est pas bien pour le pays. Credo, OTT. Après la proclamation, les résultats sont acceptés de partout? Oui, les résultats étaient très bien acceptés. Donc, très bien. Hein? Très bien acceptés, parce que nous étions à la proclamation des résultats, et jusqu'à ce que nous partions du pays, donc il n'y a pas de contestation, et les résultats ont été acceptés par toutes les parties. Mais je voudrais faire cette précision que au soir déjà du vote, c'est vrai que le président sortant, José Mario Vaz, avait insinué un bourrage des urnes, mais je crois que c'était juste parce qu'il a déjà eu les échos de trucs là, donc il a voulu surfer sur le fait, parce que en Guinée-Bissau, il y a, comme on le fait, et également comme c'est dans la loi électorale au Togo, donc il y a le vote anticipé, et le vote anticipé n'est pas dépouillé le même jour, mais les bulletins sont transposés dans les bureaux de vote, et les électeurs civils accomplissent leur devoir civique, et c'est après qu'on fait le décompte général. Donc là, sentant, disons, sa chute libre, donc il a voulu injecter plutôt un ballon d'essai pour essayer de... Mais cela n'a pas prospéré, et c'est là où il faut féliciter la CEDEAO, qui a joué beaucoup plus sur le plan de la diplomatie et de la médiation. La médiation, donc, c'est que la CEDEAO a eu les alertes, ce qu'on appelle les alertes précoces, a fait un travail de terrain, et qui a permis à ce que tous les acteurs politiques fassent confiance à leur commission, à leur CNE, leur commission nationale électorale. Il faut le dire également, la composition même de la commission nationale électorale découlait disons, d'une confiance. Ce sont des magistrats qui sont tous là-bas, mais nous avons été, disons, aussi émerveillés par le travail que cette commission a fait, parce que ça n'a pas mis assez de temps, et à la proclamation... C'est une commission politique ou bien technique? Non, mais c'est une commission, donc les 4 commissaires sont des magistrats, et ce sont des gens qui ont été élus à l'Assemblée nationale, donc compte tenu de leurs compétences en expertise électorale aussi. Donc, c'est un travail qui a été fait, et la Guinée-Bissau a bénéficié du soutien, un fort soutien de la communauté internationale, parce que sans ces élections-là, donc on ne sait pas, on ne peut pas envisager ce que la Guinée-Bissau sera en 2020.
Et le simple fait même de tenir le second tour le 29 décembre, c'est-à-dire avant 2020, c'est également révélateur parce qu'il faudrait en finir avec le cycle électoral. Tourner la page. Non seulement tourner la page, mais donner l'opportunité au président qui va arriver de jouer convenablement sa partition. Il nous en souvient qu'au mois de juin dernier, la CEDEAO, lors de son 55e sommet des chefs d'État, a eu à prolonger même le mandat de Vaz. Donc, le mandat de Vaz avec, disons, un cahier de charge, la tenue effective de ces élections. Et il nous en souvient également que lorsque M. Vaz a voulu secouer un peu les gens, vous avez vu comment est-ce que la communauté internationale s'était vraiment mobilisée afin que la date des élections, la date choisie, soit tenue. Et là, ce qu'il faut dire également, du côté de la Guinée-Bissau, on peut noter une culture électorale qui est assez poussée auprès des citoyens. Donc ils votent, ils n'ont pas d'a priori, ils accomplissent leur devoir civique et le processus même de dépouillement est tellement clair que les gens participent et les résultats sont acceptés. Donc c'est un travail qui a été fait pour un pays qui n'a connu que des moments de crise avec ce que nous avons vu. Il y a une culture d'élection. Non, la culture électorale est déjà poussée parce qu'ils savent qu'en fait, ce ne sont pas aller aux élections, ce ne sont pas des guerres de ou ce ne sont pas des affaires personnelles, c'est la vie de la nation. Donc ils se sont exprimés et là, ce qui a également été apprécié, c'est que les personnes âgées sont également sorties. Mais il faut aussi reconnaître que je pense que cette mobilisation est tributaire quand même des leaders politiques en réalité, parce que dans un pays où il y avait ces leaders-là s'étaient mobilisés, chacun mobilisait ses mains à pouvoir participer à ces élections-là. Non, voilà, les leaders politiques étaient obligés parce qu'ils voulaient également, coûte que coûte, la tenue de ces élections. Donc tu ne peux pas être candidat à une élection et souhaiter, disons, l'impasse politique. Donc ils avaient, disons, cette obligation d'appeler leurs militants à jouer convenablement leur partition. Et le message a été clair. Donc ils ont convergé vers le 24 novembre et le 24 novembre, même sur le terrain, lorsque vous circulez dans la capitale bissau-guinéenne, vous allez voir qu'ils ont ressenti une certaine fierté d'avoir tenu les élections à date échue. Et là, ils n'ont pas manqué de remercier la CEDEAO pour cet accompagnement. Thierry Afonkoé, la prochaine date, c'est le 29 prochain. On peut oser dire que tout va aller au bon port quand on essaie de voir ce qui s'est passé au premier tour? Oui, s'ils ont réussi le coup du premier tour, je me permets de dire que le deuxième tour aussi passera comme une lettre à la poste. Mais moi, mon inquiétude, c'est après l'élection. Après que les Guinéens auront élu leur président, leur nouveau président, et qu'est-ce qu'il adviendrait? Parce que le sortant a été empêché durant 5 ans de gouverner le pays. Et ne perdez pas de vue qu'il a toujours des soutiens dans le pays. Si le rapport de voix auquel il est en train d'appeler ne permettait pas au candidat au deuxième de l'emporter, je me dis que d'une manière ou d'une autre, il va vouloir empêcher l'autre aussi de gouverner. Donc, et il faudrait, comme Adam l'a proposé, si jamais le candidat en pole position aujourd'hui l'emportait, il faudrait que les Guinéens puissent se retrouver rapidement pour un dialogue sincère et véritable, bien structuré, pour le permettre de s'entendre sur le devenir du pays, laisser les conflits politiques de côté et s'engager pour
pour le développement de ce pays. Parce que pendant 5 ans pratiquement, rien en termes de développement pratiquement n'a été engagé ou fait pour ce pays. Or, ce pays a besoin d'aller de l'avant, comme c'est le cas d'autres pays de cette région de l'Afrique. Donc, le nouveau président qui sera élu, on doit lui laisser les mains libres, ou encore, s'il le souhaite, pourquoi ne pas se faire accompagner, en tout cas par les autres, voilà, pas forcément l'ancien, pas ceux qui sont disposés pour qu'il puisse dérouler son programme. Ce qu'il faut faire aussi constater, c'est que c'est vrai que les pronostics n'ont jamais permis de gagner les élections, sans quoi, et surtout dans le cas d'espèces. Je pense que si c'était le cas, je ne crois pas que celui-là serait quand même en avant, puisque en Afrique, on dit celui qui organise les élections ne les perd jamais. Voilà. Donc, je pense que l'Africain a pris de la hauteur. On les perd si, comme Credo l'a dit, il y a une véritable culture électorale dans le pays. C'est-à-dire qu'en Guinée, en fait, c'est en Guinée-Bissau, voilà. En Guinée, c'est 3 Guinées d'ailleurs. En Guinée-Bissau, au moins, il y a cette culture d'alternance. Il n'y a pas un seul parti qui est au pouvoir. Il y a cette culture-là d'alternance. Donc, c'est pour cela que le sortant, quoique avoir organisé ces élections, il a accepté. Non, mais c'est le verdict des urnes. Non, mais on sait comment ça se passe. Non, attendez, on sait comment ça se passe. Les résultats n'ont pas été. On sait comment ça se passe. Dans le cas d'espèce, M. Vaz ne pouvait pas faire autrement. Il est obligé d'accepter le verdict des urnes parce que le verdict des urnes l'a placé en 4e position. Donc, il n'avait pas assez de marge de manœuvre. Il nous en souvient également. Si nous scrutons un peu l'actualité politique dans ce pays, c'est vrai, c'est un pays à crise, mais cela ne voudrait pas dire que les institutions ne sont pas en place, sont tellement en place. Et l'expression du jeu démocratique que nous avons connu le 24 novembre peut dire que, en fait, ce n'est pas parce qu'il est candidat, président-candidat qu'il doit gagner. Donc, je parlais plutôt, je voudrais qu'on oriente, disons, la réflexion sur le profil même de l'électeur bissau-guinéen. Okay. Le profil de l'électeur bissau-guinéen est tellement bon, c'est un profil qui est assez outillé parce que il sait qu'il ne choisit pas un homme, mais il choisit un programme politique. Il ne choisit pas un homme, il choisit un programme politique. Ce qui est rare en Afrique. Non, cela n'est pas rare en Afrique. Nous avons vu dans d'autres pays, le programme politique a toujours été choisi et les gens, et il y a dans d'autres pays même, les gens ont préféré la continuité. Donc là, c'est également l'expression de la démocratie. Maintenant, si nous voulons faire des projections, et je le disais tantôt dans mon premier développement, en insistant toujours sur le profil de l'électeur. Aujourd'hui, le profil de l'électeur, ce n'est pas parce que M. Vaz a demandé ou bien a dit qu'il va reporter ses voix sur le second candidat en liste, Monsieur Sissoko Embalo, que Sissoko Embalo va avoir les 12 ou bien les 13%, les 12% systématiquement on attend de voir les autres candidats aussi se prononcer. Non, les autres candidats, les alliances ont été déjà poussées. Même il y a Nuno Nabiam, le gars de la Pou, qui a déjà également donné cette intention de soutenir le candidat qui est arrivé en seconde position. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, ce ne sont pas les reports de voix dans le contexte bissau-guinéen qui vont systématiquement ou bien automatiquement prévaloir. Ça, il faut qu'on ait cela parce que le profil de l'électeur bissau-guinéen est un profil vraiment atypique. Adam Adjournou, pour chuter avant la pause info. Oui, moi je doute très fort qu'on puisse dire que vraiment les Bissau-Guinéens puissent quand même voter un programme de ce. Vous savez, en Afrique, je pense que nous avons une similitude en ce qui concerne les élections. Les élections, pourquoi l'autre peut perdre les élections? Pas parce que pourquoi je le dis? Parce que, vous savez,
le gars a gouverné pendant 5 ans. Aujourd'hui, les Africains ont une tendance à se prononcer sur le fait que la manière dont ils veulent vivre bien, les actes que vous posez sur le terrain, et pendant 5 ans, ils n'ont rien constaté de cela. Donc, je pense que c'était des gens qui étaient déterminés à tourner la page. Parce que pendant 5 ans, ils n'ont fait qu'assister qu'à des problèmes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des pays qui font des efforts. Et les actes que vous posez sur le terrain sont des actes quand même qui amènent les électeurs à avoir confiance pour carrément à dire que cette fois-ci c'est fini. Et c'est ce qui est arrivé à mon avis. Mais non, quand même, moi je crois, on va lui permettre de chuter pour que vous ayez la parole. Je vous accorde le bénéfice de 17 mai en Afrique. Je pense que c'est. On se ressemble, hein. C'est quand même loin de nous dire que les Africains. Oui, non, je respecte son opinion, mais moi je pars d'un certain nombre d'analyses de faits. Le 10 mars, ils ont tenu les élections législatives qui ont fait de Madame G15, le parti de Oumaro, du général des pauvres, la seconde force politique. C'était sorti du néant. Mais ce parti, le Madame G15, a su surfer sur, disons, cette propagande de lutter pour les déshérités, les pauvres. Et là, lorsque vous occultez un peu, ou bien lorsque vous observez le paysage politique, ou bien la vie sociopolitique en Guinée-Bissau, c'est que à côté de tout ce qu'on peut leur reprocher. Donc il y a cette culture-là, et j'insiste là-dessus pour dire que, en fait, il est question beaucoup plus de programmes politiques que d'hommes politiques dans ce pays. Merci beaucoup, Credo Tété, Adama Adjonou, Thierry Afonoukoye. On va marquer la pause info. On se retrouve juste derrière pour parler Niger et le Togo en dernière position.